Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du 11e commandement. Le 11e commandement, c'est un commandement qui n'existe pas et que je me suis appliqué bêtement. Ce commandement aurait pu être tu ne mentiras point. Je rajoute, tu diras toujours ce que tu penses, sans tabou, sans filtre, et quelles que soient les conséquences. Voilà. Et en fait, ce commandement, il n'existe pas. Mais moi, bêtement, je l'ai appliqué. Dès le premier jour de JL, je suis venu en me disant tout seul dans mon salon, je vais amener quelque chose qui n'existe pas en politique, c'est-à-dire la franchise, le côté direct, quelque part le côté café du commerce, c'est-à-dire parler simple, hein, pas faire semblant qu'on est des intellos pour donner des complexes aux moutons, et qu'ils vous fassent confiance sur cette base frelatée des fameuses élites qui ont ruiné notre pays. En appliquant ce commandement fantomatique, je n'ai eu aucun filtre, et je me suis fait des ennemis partout. J'en parle tous les jours. Et même parmi les gens qui m'aimaient bien, qui me suivaient au départ, parfois j'ai été un peu brusque, un peu entraîneur de foot à la mi-temps. Hein, je le dis souvent, moi j'ai géré des petites équipes jeunes, hein, et quand il y avait un problème à la mi-temps, on était mené, je déchirais tout le monde pour qu'ils s'énervent contre moi et que l'énervement contre moi se retranscrive sur le terrain, contre les adversaires. Mais je sais pas pourquoi, ça marche en foot, mais en politique ou en communication, ça marche pas. Parce que les gens sont habitués aux faux semblants, à l'hypocrisie, à la fausse humilité, aux mensonges bien sûr, aux promesses bien sûr de campagne, par exemple pour les politiciens. Ils sont habitués à tout ça. En façade, ils disent tous qu'ils en ont marre, ils veulent de la franchise, ils veulent de la... Et en fait, quand on leur sert ce qu'ils veulent soi-disant, ils sont choqués et ils fuient. Donc ce commandement, je n'aurais pas dû l'appliquer. Mais maintenant, si on voit le fond du truc, hein, le fond de 6 ans ou 7 ans presque d'action dans le vide, est-ce que je me suis trompé sur un seul truc que j'ai affirmé, démontré, prouvé, étayé par des exemples, etc. Non. Il n'y a personne dans le paysage, bon tout le monde s'en fout de moi, hein, moi je me fais des procès tout seul. Mais imaginons qu'il y a un type qui, au-delà des insultes, parce que c'était que des insultes personnelles, des trucs personnels, hein, personne n'a jamais voulu débattre contre moi sur le fond de tous les sujets que j'ai développés, pas simplement le programme JL qui est incassable, mais tout le reste. Hein, j'ai quand même évoqué une tonne de sujets différents, notamment certains dont personne ne parle. Eh bien, est-ce qu'un de ces génies, qui a la chance d'être boosté par le système, qui a la chance d'avoir la lumière médiatique ou demi-médiatique, qui a la chance d'être protégé par une famille de camelots, hein, comme je l'explique, c'est une petite famille qui se protège. Si vous attaquez un, vous vous fâchez avec toute la bande. Ah, ne l'invite pas, celui-là, il a dit du mal de moi, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Les gens ne voient rien. Alors donc, est-ce que je me suis trompé, par exemple, quand je disais, en novembre 2017, les gars, si on ne tente pas de construire autre chose de surprenant pour le système, le scénario prévu par la Macronie depuis même le lendemain de 2017, ça sera Marine Le Pen, deuxième édition, et elle fera 42 au lieu de 33. C'est écrit, c'est daté, je ne me suis pas trompé, ok. Est-ce que je me suis trompé quand je disais, j'alertais déjà, alors ça c'est un truc un peu personnel, j'alertais depuis 2018, je disais même c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et il y aura des conséquences hyper négatives même pour la France. Et je parlais ici de cette lobotomisation, cette propagande diffusée par 80% des putaclics et de la fausse dissidence, qui est ciblée sur anti-juifs, anti-sionisme, anti-Israël. Et quand je parlais de ça, les gens, même dans mon équipe, me disaient « Mais attends, arrête de t'acharner sur eux, on s'en fout, ils comptent pas, etc. » Maintenant, regardez les réseaux sociaux depuis le 7 octobre. Eh bien, on voit, enfin moi en tout cas j'ai vu, mais personne ne fait ce constat, j'ai vu à quel point ils comptaient et à quel point les dégâts dans les petits cerveaux causés par cette engeance que je dirais soralo-diodonesque, hein, on va dire ça comme ça, mais il y en a plein, hein, tous les petits enfants de YouTube et tout, qui viennent tous de la même école de formation, tous sur le même marché porteur. Eh bien, on voit sur l'ambiance générale, sur une majorité de gens qui soutiennent des barbares, qui ont commis un pogrom filmé, pour lequel ils ont joui, qui ont pris des femmes, des enfants, des bébés en otage. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup d'otages en vie, évidemment, qui ont violé, qui ont lynché, qui ont filmé, qui ont joui. Eh bien, maintenant qui jouent les pleureuses, hein, évidemment, puisque le Hamas met les civils en avant, toujours en se cachant sous les tunnels, c'est la méthode Pallywood depuis des années.
on prend une photo d'enfants morts dans un bombardement, comme il y en a eu dans tous les bombardements, et on dit « Ah, regardez, Israël, tueur d'enfants, assassin, etc. » Satanique, machin. Eh bien, on voit les dégâts de cette propagande, double propagande. Donc, ça fait 40 ans que les frères musulmans travaillent dans nos cités, travaillent dans nos universités, travaillent dans nos syndicats, travaillent même dans un parti politique aujourd'hui qui est la France islamique, avec l'imam Mélenchon. Et on voit les dégâts aujourd'hui, où dans un pays aux racines chrétiennes, beaucoup de collabos, finalement, se soumettent aux mensonges palestiniens, aux mensonges islam au sens large, et je l'ai démontré, pas que moi, et se liguent contre les fantômes juifs de la fameuse France sioniste. Bien sûr, je mettrai en description de cette vidéo toutes les démonstrations qui appuient ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, est-ce que je me suis trompé, par exemple, sur Zemmour? Moi qui militais pour Zemmour dès 2017, sous les colibets du public, qui expliquait dès 2017 que Zemmour pouvait jouer un rôle dans le cadre d'une équipe, j'appelais ça EGL Trombi. Ensuite, bon, il vient, il commence à se présenter, bon, moi j'essaie de le contacter, en lui donnant des conseils, oui, je peux lui donner des conseils, vu le fiasco qui a été commis, si j'ose dire, par son équipe de branquignoles, énarques, etc. Voilà, on voit que mes conseils auraient été bons. Avec le recul, quand on les lit, on dit « Ah bah oui, là, c'est vrai que ça aurait été différent. » Bon, il me méprisa sur les conseils de ses conseillers politiques, les génies que sont par exemple Messia et Patrick Jardin, j'en parle souvent, c'est hallucinant que ces gens aient eu de l'influence sur Zemmour. C'est hallucinant aussi qu'ils se soient collés à l'époque à Moureau, la Chantal, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou Cauchy, des gens qui ne pesaient rien, qui n'avaient pas de programme, qui étaient rien, sauf que Zemmour a dit « Oui, eux, ils ont de la visibilité, ils vont m'amener des gilets jaunes. » Un calcul complètement foireux. Et pendant ce temps, il a, lui, comme tout le système, ont tous boycotté Walter Boujna et Eugène Citoyen qui était là depuis 2017. Et donc je ne me suis pas trompé puisque le fiasco a confirmé mes prévisions. Je précise que je voterai quand même Reconquête Marion Maréchal aux européennes, mais bon, voilà, c'est parce que c'est le moins pire de loin. Mais voilà, donc je ne me suis pas trompé sur le fiasco que j'avais annoncé. Ensuite, pareil, est-ce que je me suis trompé en 2018 quand tous les gens rêvaient encore d'une union des droites avec les Républicains, hein, ils étaient tous union des droites, alliance des droites, etc. Et quand je leur expliquais que les Républicains étaient déjà vendus, il ne fallait absolument pas compter sur eux, eh bien écoutez, 7 ans plus tard, est-ce que je me suis trompé? Non plus. Est-ce que je me suis trompé quand j'expliquais depuis 2017 dans le désert que sans changer la Constitution, les institutions et donc modification de la Ve République, nous ne pourrions rien faire, même si c'était le RN ou Reconquête qui n'existait pas à l'époque, qui prenait le pouvoir par exemple pour l'immigration? Eh bien, vous avez vu la loi immigration il y a quelques mois, là, 2 mois, le Conseil constitutionnel, tout puissant, une bande de corrompus dont le président est un des destructeurs de la France, Laurent Fabius, a décidé, contre l'avis hyper majoritaire des Français, de dire « Ah ben non, ça on veut pas, ça non plus, ça... » Voilà, ce sont 9 corrompus qui décident en bout de chaîne, et on nous dit que c'est une démocratie. Bon. Donc si vous comprenez toujours pas que tout parti qui n'inclut pas dans son programme une réforme profonde de la Ve République du type, ce que je propose moi, qui est absolument incassable, dont personne ne peut parler parce que c'est incassable, et qui n'inclut pas non plus une sortie, quelle que soit la méthode, de l'Union européenne et de l'OTAN, et qui n'inclut pas évidemment une modification totale du volet de la justice, hein, parce qu'on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs quand il y a déjà un ministère de la justice, quand les juges sont nommés par l'exécutif au sens large, et en même temps une justice qui est aux ordres dans les dossiers politiques, et qui est aux ordres de son idéologie progressiste, laxiste, wokiste, immigrationniste, pour toute la justice du quotidien. C'est là où on voit des trucs hallucinants, où il laisse en liberté des dangers publics, où finalement le Français qui défend la France, c'est un délinquant, mais par contre l'étranger qui crache sur la France, lui, il faut le protéger. Voilà. Donc ces 3 aspects ne sont traités par aucun des partis politiques subventionnés du système. Quand vous dites ça, vous faites ennemi de tous les militants de chaque parti, qui sont certains des idolâtres, et souvent des rêveurs qui ne veulent pas voir la réalité. Et donc là, pareil, si je n'avais pas appliqué le 11e commandement que je me suis appliqué, que je me suis obligé, on va dire, eh bien, j'aurais jamais dit des choses comme ça. Je serais venu sur la pointe des pieds, je me serais rapproché, j'aurais accepté les appels du pied de Jean Messia pour aller au RN, je serais rentré au RN, tranquille, sans trop dire quoi que ce soit, oui, je suis RN, etc. J'aurais peut-être gravi les échelons, hein, c'est-à-dire qu'il faut être hypocrite et tout, il faut être courtisan, hein, il faut se coller aux gens importants, il ne faut pas se fâcher avec les petits médias, comme ça on passe dans les médias, et peut-être qu'aujourd'hui j'aurais été député RN, hein, je pense que je l'aurais été, et je serais donc à l'Assemblée nationale, je gagnerais bien ma vie,
j'aurai une parole dans les médias, les gens me prendraient pour un grand résistant, mais finalement, j'œuvrerai pour quoi? Pour un parti qui, de toute façon, va se soumettre au système et a commencé déjà à le faire depuis quelques années. Est-ce que j'aurais réussi ma vie? Hein? Est-ce que j'aurais réussi ma mission? Qui n'avait rien à voir avec le fait d'avoir un poste ou d'avoir des vues ou de gagner ma vie. C'était pas ça ma mission. J'aurais pu la réussir, hein. J'avais toutes les qualités pour réussir cette mission. Ce que je viens de vous décrire, c'est la mission, façon de parler, ou l'ambition plutôt, de 99% des gens qui se disent résistants. Ce sont des ambitions tout à fait personnelles. La mienne était collective et paradoxalement, les gens ont osé parler de mon ego, que je me fâchais avec tout le monde, que j'étais personnel, on m'a dit même que j'étais pas un mec de team. C'est un ami qui m'a dit ça. Il dit ouais, toi t'es pas un mec de team, tu veux bosser tout seul et tout, mais pas du tout. Je suis le mec de la dissidence qui a tenté le plus d'alliances, de construction, de projets pendant 7 ans. Bien sûr, tous rendus invisibles, parfois même volés, parfois même détournés, mais je suis celui qui a toujours pensé collectif. Moi, je viens du football, je viens pas du tennis. Donc, on s'aperçoit que quand on dit la vérité crue et sans tabou, eh bien, certaines personnes la prennent à l'envers. Et ils sont tellement habitués au mensonge que si un mec qui dit « Oui, regardez, c'est blanc », en plus, en disant blanc, il se fait ennemi avec tout le monde, il dit « Ouais, celui-là, il dit blanc, mais en fait, il pense noir. » Ouais, non, le mec, je dis blanc, je pense blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que psychologiquement, moralement, il y a eu beaucoup de dégâts dans les cerveaux, hein, je dis même pas faibles, hein, dans les cerveaux au sens large. Les gens ne sont plus habitués au sans tabou, ne sont plus habitués à la franchise, à la vérité crue, sans penser, est-ce que cette vérité va vous faire vous isoler de tous ces gens qui font semblant de croire à un gros mensonge? Mais ils sont plus habitués à ça, les gens. Donc ils rejettent ce que j'appelle moi le mouton noir. Je suis un mouton noir parce que ce que j'ai développé comme sujet, et pour 80%, c'est de l'inédit. C'est des choses que personne ne vous dit parce qu'il ne faut pas vous le dire, parce que c'est pas vendeur. Défendre le dossier Israël, démontrer le mensonge palestinien par exemple, démontrer l'hallucination collective et tous les moteurs de l'antisémitisme séculaire, c'est pas vendeur, puisque vous êtes forcément sur les réseaux hyper minoritaires, et les gens ont besoin d'être dans des troupeaux. Et comme je le dis souvent, et là on aborde le problème de la lâcheté, même les gens qui sont d'accord avec tout ce que je dis, je le répète, ils se cachent. Quand vous voyez un type comme moi, qui a fait ce travail colossal depuis 7 ans, qui a des bouquins, des articles, etc., un programme, etc., quand il fait un tweet qui est incassable, hein, où il démontre celui-là, où il démontre même des choses que personne ne pensait, et que lui-même avait dit il y a des années, avec des preuves, hein, et que personne ne like, personne ne diffuse, personne ose, ne serait-ce que commenter. Vous comprenez à quel point ce mouton noir a fait des dégâts incroyables, sur Twitter en tout cas. Hein, et vous comprenez aussi, si vous avez un petit peu de cerveau, je pense que certains d'entre vous en avaient, qu'il est beaucoup plus difficile de devenir l'ennemi de tous les fakes que de devenir l'ami de tous les fakes. Donc même là-dessus, on est dans un monde à l'envers. Je pose pas mal de questions depuis des années, même ma vidéo d'hier, j'avais dit 80 vues, voilà, ça va faire 80 vues, c'est extraordinaire. Des commentaires, bon, pas de commentaires. Les questions, vous ne vous les posez pas. Et là, on aborde ce que je dis tout le temps. Il y a bien sûr le problème de la censure, bien sûr un système qui protège la fausse dissidence et qui invisibilise la vraie, constructive, et un type qui est hors de toutes ces castes, ces lobbies, ces familles de camelots. Et ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, et là, je vous le dis, les gars, il y a aussi le problème de la lâcheté, le problème psychologique. J'en parle souvent, ça vous vexe, beaucoup de gens veulent même plus m'entendre parce que c'est douloureux d'entendre des vérités auxquelles on ne peut pas répondre et avouer, bah ouais, ce mec-là, il est très 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 énervant, il est même vexant, il est même parfois vulgaire, mais est-ce qu'on peut lutter sur le fond de ce qu'il dit, ce qu'il démontre? Non. Donc on préfère le bloquer, c'est plus confortable. Quand je dis que vous êtes confortable dans le mensonge, que vous n'êtes pas encore prêt au sens large à construire quelque chose pour vraiment surprendre le système et nous libérer, quand je dis nous, c'est la France, nous libérer de cette cette spirale européo-mondialiste, immigrationniste, avec derrière des francs-maçons, derrière des cupides, derrière des camelots, derrière des corrompus. On ne peut pas se libérer si vous suivez tous les troupeaux qui sont fabriqués par le système. Je ne vous dis pas de me suivre moi. Moi, à l'époque, je disais à mon équipe, je ne veux pas que vous me suiviez, je voudrais que vous me dépassiez. Moi, j'étais un catalyseur à la base, un détonateur, et comme je dis souvent, la détonation, elle m'a fait exploser moi-même. Moi, je suis pas une bombe humaine, hein. Vous vous rappelez le titre de téléphone, quelle belle chanson. Moi, je suis pas une bombe humaine, moi, je suis pas arrivé pour me faire sauter au milieu de la foule. Ah, regardez, je suis un martyr,
je vais tout casser pour me faire exploser. Moi, j'étais pas là pour ça. J'étais là pour que vous explosiez au niveau de la conscience du système, au niveau de la compréhension du système, au niveau de la mobilisation derrière des axes forts et pas des délires, ah, les sionistes, les khazars, les conneries comme ça, là, les juifs et machin, de voir la réalité de ce qui est devenu notre pays, hein, et de construire quelque chose. Et j'avais amené toutes les fondations, et les fondations, personne n'a même voulu les regarder, parce qu'il fallait tuer le messager. Hein. Le message, je ne pouvais pas le tuer. Je dis tous les jours, le message de Moses, je ne pouvais pas le tuer. Il est incassable, il est étudié pour. Je rappelle que moi, je ne suis pas venu au hasard. Moi, je ne suis pas tombé d'un camion en devenant gilet jaune et en me retrouvant 3 jours après sur un plateau télé en disant n'importe quoi pour ridiculiser justement ces manœuvres du système, pour ridiculiser la dissidence, on va dire, citoyenne. Pour que les gens se disent, oui, bon, les gilets jaunes, on les aime bien, mais enfin, bon, on a vu les mecs, Eric Drouet, Martinez, là, ou Gonzalez, je ne sais plus quoi, Rodriguez, McRider, enfin, ouais, des comiques, des gens qui n'avaient aucune idée vraiment politique déjà. Donc, moi, je ne suis pas ça. Hein. Moi, j'avais déjà travaillé 1 an avant de venir. Quand j'écris un programme, je suis tellement difficile que je me pose toutes les questions que des gens pourraient me poser, et je prépare toutes les réponses, c'est pour ça que j'étais incassable, c'est pour ça qu'au début, donc ça a fonctionné hein, sur les réseaux, mais ensuite, depuis 5 ans, plus personne ne m'attaque sur le programme, sur ce que je dis. Personne ne m'attaque, vous vous rendez compte? Tous ces grands intelligents là, que j'humilie en rigolant, vos putaclics là, il n'y en a pas un qui m'attaque sur le fond. C'est le mépris, le blocage, la psychiatrisation, les insultes, les conneries, mais rien sur le fond, parce que ce sont des impuissants. Alors si vous aimez les impuissants, les hypocrites, les lâches et les fabrications du système, comme il s'appelle Juvin Brunet, qui est mon dernier exemple extraordinaire, mon dernier cobaye, si vous aimez tout ça et que vous crachez sur la vérité, ne vous plaignez pas. Hein, vous resterez des moutons, des esclaves, et vous penserez encore résistant, éveillé. Et celui qui vous le dit peut prouver tout ce qu'il dit, mais personne ne lui en donne l'occasion. Merci.